nouvelle nuit d'affrontement entre Israël et Gaza. Les tirs de roquettes et les explosions transpercent l'obscurité. En début de soirée, les immeubles de la Tour Palestine, un des plus grands complexes d'habitation de l'enclave, n'ont pas résisté aux frappes. Ils étaient soupçonnés d'accueillir des équipements militaires du Hamas. Côté israélien, à Tel Aviv, les dégâts sont considérables. Plusieurs tirs palestiniens n'ont pas été interceptés à temps par la défense antiaérienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'anéantir toutes les cachettes du mouvement islamiste. L'armée israélienne s'apprête à utiliser toute sa puissance pour détruire les capacités du Hamas. Nous les frapperons jusqu'au bout et nous vengerons par la force cette journée noire qu'ils ont infligée à Israël et à son peuple. Les deux camps combattent sur 22 endroits. Certains membres des forces armées du Hamas ont réussi à s'infiltrer en territoire israélien. D'autres savourent leur victoire dans la ville de Gaza à bord des véhicules militaires ennemis saisis lors de leur offensive. Plusieurs militaires et civils israéliens ont été pris en otage, près de 160 personnes retenues dans les tunnels dans toute l'enclave selon le mouvement islamiste. Le chef du Hamas affirme que son groupe est sur le point de remporter une grande victoire. Trop, c'est trop. Le cycle des intifadas pour la libération de notre terre palestinienne et de nos prisonniers qui croupissent dans les prisons de l'occupation israélienne doit s'achever. Nous allons faire une nette conquête sur le front de Gaza. Plusieurs centaines de morts ont été signalés de part et d'autre. L'armée israélienne a annoncé évacuer tous les habitants vivant dans les villes proches de la frontière avec Gaza dans les 24 heures. Elle procède également à des frappes au sud du Liban, où des tirs de mortier ont été revendiqués par le Hezbollah. Cette offensive... C'est pas le moment. Alors, bonsoir, salam alaikum, excusez-moi, petit problème technique, je suis vraiment désolé. Et en plus de ça, on me téléphone, on m'appelle, en plus de ça, on me téléphone, donc je suis vraiment désolé, excusez-moi, je reçois des appels en même temps. Donc, émission spéciale avec Monsieur Jacob Cohen concernant la situation en Palestine. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc cette petite émission. Il faut bien, c'est une circonstance exceptionnelle. Et oui, effectivement, et puis vous étiez demandé aussi pas mal sur Twitter, donc je salue nos amis de Twitter et aussi, bien sûr, sur TikTok et toutes les autres plateformes où l'émission est retransmise. Donc, Monsieur Cohen, attaque préméditée, commanditée, voilà, du Hamas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien sûr, il y aura quelques réactions sur Twitter et quelques questions, si possible, après. Voilà. Eh ben, disons qu'au moins, ça a le premier mérite. Alors, je vais prendre ça un peu dans le désordre. C'est-à-dire que le problème palestinien revient au centre de l'actualité. Voilà. C'est-à-dire que pendant ces dernières années, on a fait en sorte comme s'il n'existait plus. On s'en fichait. On n'en parlait plus. Des pays arabes ont normalisé leurs relations ou étaient sur le point de le faire, alors que le problème palestinien a été mis entre parenthèses. Gaza, on n'en parlait même plus. Ça ne présentait vraiment aucun problème. Et puis là, éruption absolument extraordinaire parce que sincèrement, j'aurais jamais cru, j'aurais même jamais imaginé. Je suis certain que les planificateurs de l'armée israélienne n'auraient jamais osé préparer un tel scénario. D'une part parce qu'ils ont un mépris total des Arabes en général et du Hamas en particulier. Et puis, ils sont tellement imbus de leur force et de leur pouvoir de dissuasion qu'ils n'auraient jamais imaginé une telle action. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, que le Hamas l'ait préparé, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a préparé dans le secret le plus total. Et ça, c'est quelque chose
qui n'a pas été suffisamment souligné, enfin en tout cas chez les Israéliens, oui. Ils ont dit, mais comment on a pu se laisser surprendre? Parce qu'en fait, les Israéliens surveillent attentivement tout ce qui se passe à Gaza. D'abord, ils ont énormément d'espions, ça veut dire des Gazaouis obligés de coopérer avec Israël s'ils ont envie de travailler en Israël, s'ils ont un parent qui doit aller à l'hôpital, etc. Toutes leurs communications sont surveillées et il y a des ballons qui sont stationnés constamment au-dessus de Gaza pour capter tout mouvement, etc. Donc en fait, c'est quasiment une prison à ciel ouvert. Voilà, c'est un camp de concentration à ciel ouvert, totalement surveillé, etc. Et c'est quand même une action qui a dû être préparée depuis quelques mois. On n'organise pas comme ça parce qu'ils sont allés dans certains domiciles d'officiers supérieurs, etc. Et comment les services de renseignement, c'est-à-dire, on peut voir ça soit une faillite des services de renseignement israéliens, soit une préparation extraordinaire du mouvement du Hamas qui a réussi à tout préparer sans rien dévoiler de ses projets. Et ça, c'est quand même quelque chose. Je pense que le Hamas a acquis une dimension absolument phénoménale. Bon, le coup porté à Israël est terrible, terrible. Enfin, je veux dire, d'abord, il y a eu des centaines de morts. Et ça, c'est, je veux dire, les Israéliens, vous savez, quand ils ont un mort ou deux ou cinq, c'est, comment dire, c'est quasiment la Shoah. Enfin, bon. Et là, ils en ont au moins 300 ou 400, plus des milliers de blessés, plus des centaines d'otages, dont des militaires. Et ils n'en reviennent pas, d'où d'ailleurs leur réaction, la réaction de l'animal blessé qui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses missiles, il envoie ses avions F-35, etc., bombarder des immeubles. Bon, évidemment, bon, je veux dire, les Gazaouis n'ont même pas la possibilité de se défendre. C'est vraiment des attaques lâches et cruelles, mais qui sont toujours dans la mentalité sioniste. Vous savez que les Israéliens aimaient beaucoup utiliser, dès les années 50, ils utilisaient cette expression fameuse, nous allons rendre la Syrie, nous allons retourner la Syrie à l'âge de pierre, nous allons retourner le Liban à l'âge de pierre, et ainsi de suite. C'est en fait ce qu'ils, dès qu'on les touche, ils ont une supériorité militaire certaine au niveau de l'aviation, etc. Et donc, ils détruisent avec une rage aujourd'hui. Il y a une rage pour détruire. Ils ont coupé l'électricité à Gaza. Donc, vous imaginez, bon, enfin, je veux dire, c'est vraiment des actions d'une lâcheté et d'une cruauté inouïe. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'ils vont rentrer à Gaza? Ça m'étonnerait parce ils doivent avoir une trouille terrible d'affronter les Gazaouis, le Hamas. Vous savez, je veux dire, les Israéliens, ils se croient derrière leur batterie, leur aviation, etc. Mais je vous rappelle que c'est le Hezbollah qui a réussi à chasser l'État sioniste d'un territoire conquis et qu'il voulait conserver. C'est le Sud-Liban. Le Sud-Liban faisait partie des plans de l'État sioniste pour s'agrandir. Et donc, en profitant de l'invasion de 82, ils sont restés dans le Sud-Liban et ils ont formé une armée de chrétiens libanais un peu comme les Ukrainiens qui travaillaient pour eux. Et le Hezbollah a réussi à les faire partir la queue entre les jambes. Ça, je pense, c'est une des pages les plus glorieuses de la résistance arabe contre l'occupant sioniste. Et malheureusement, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les pays arabes comme la Syrie, ou d'autres qui sont proches ou lointains,
n'ont pas perçu cette faille dans le système sioniste. C'est-à-dire que pour le combattre, il faut faire comme le Hezbollah, ça veut dire la guérilla. Et le Hamas a montré enfin, moi, personnellement, je n'arrive pas encore à imaginer comment comment les gars du Hamas ont prévu tout ça, ont planifié tout ça, se sont lancés dans une expédition folle dans le sens qui dépasse absolument l'imagination. Enfin, je veux dire, les Israéliens sont restés, mais dans un état de sidération qui, pendant quelques heures, ils ont été complètement déboussolés. Bon, bien sûr, après, ils vont reprendre. Et bon, ils ont une force militaire exceptionnelle, c'est-à-dire, point de vue matériel, etc. Ils vont se ressaisir, ils vont combattre, ils vont nettoyer, ils vont voilà, se débarrasser de ce qui reste. Vous savez, par exemple, ils n'hésitent pas, il y avait un commissariat à Sderot, c'est la ville la plus proche de Gaza. Le commissariat a été pris par les militants du Hamas. Les militaires israéliens n'ont pas donné l'assaut. Ils ont tout simplement détruit tout le commissariat. Peut-être qu'il y avait des otages là-bas, je ne sais pas. Mais c'est dire qu'ils vont utiliser toute leur puissance militaire, ou bien par exemple, couper l'électricité, c'est quand même. Imaginez la bande de Gaza où il y a 2 millions et demi d'habitants, avec ses hôpitaux. Mais aujourd'hui, je crois que c'est une leçon donnée au monde arabe et à l'autorité palestinienne et à tous ceux qui étaient prêts à se soumettre aux diktats sionistes, qui étaient, voilà, nous sommes forts, nous imposons notre loi, vous voulez normaliser avec nous, eh bien, il faut oublier les Palestiniens, il n'y aura rien d'échangé. Et ce qui est un peu comique dans cette histoire, c'est qu'Israël avait offert sa protection à l'Arabie saoudite, aux monarchies du Golfe, en leur disant, nous allons vous protéger contre l'impérialisme iranien. Or, voilà une bande de va-nu-pieds. On ne peut pas, quasiment de guérilleros pieds nus, quoi. Et pour reprendre cette image qui avait cours en Asie du Sud-Est, au Vietnam, etc., voilà des guérilleros nu-pieds leur donnent une leçon absolument extraordinaire. Et surtout, on a vu la panique. Mais c'est ça le peuple israélien, tellement fort, tellement imbu de lui-même, tellement sûr de lui, dominateur. Mais les gens avaient la trouille, faisaient dans leur froc. Il y avait des gens qui ont été pris par le Hamas, ils étaient mais au bord de l'effondrement. C'est-à-dire que toute cette mythologie sioniste s'est écroulée en 24 heures. Et enfin, là, maintenant, on n'est qu'au début, mais je crois que les Israéliens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Combien d'immeubles ils peuvent détruire à Gaza? Combien de personnes ils peuvent tuer à Gaza? 20 000, 30 000, et après. Et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que les Israéliens, les sionistes, ils n'ont qu'une obsession en tête, ne jamais régler la question du point de vue politique. On n'a entendu aucun responsable israélien dire bon, est-ce qu'on va trouver une solution politique? Non, c'est la force. Il y a un général, j'ai publié sa vidéo, il a dit nous allons faire vivre l'enfer, etc., etc. En attendant, ce sont eux qui vivent l'enfer. Il y avait des images de l'aéroport Ben Gurion en Israël où il y avait des milliers d'Israéliens qui suppliaient qu'on les laisse partir. C'est un pays, j'aurais jamais imaginé, je fais mon mea culpa, je n'aurais donné aucune crédibilité à une telle perspective. J'avais toujours dit qu'Israël ne tomberait pas d'un point de vue militaire, mais
là, je suis obligé de modifier la donne parce que l'action du Hamas a tout bouleversé. Et quel que soit, bien sûr, les Israéliens, vu leur nombre, leur technologie, vu que ça se passe chez eux, vu la maîtrise du ciel, les centaines d'avions dont ils disposent, etc. Bien sûr, ils vont donner, enfin bon, une leçon au Hamas. Et après, et au bout d'une semaine ou deux, ils ont des otages. Ils ont je ne sais pas combien de centaines d'otages. Il va falloir les échanger, ces otages. Eh bien, l'Israël va payer le prix fort pour ces otages. Croyez-moi que probablement il ne restera pas un seul prisonnier politique ou un seul prisonnier palestinien dans les geôles israéliennes. Et on n'est qu'au début d'un bouleversement. Je crois que même les pays arabes, ils commencent quand même à se demander s'ils n'étaient pas allés trop loin dans la compromission avec cet État qui ne jure que par la destruction du monde arabe. Voilà, bon, ben, s'il y a des questions. Alors, justement, oui, on va, avant de donner la parole sur Twitter, là, je vais vous partager une carte, monsieur Cohen, c'est la réaction de la communauté internationale. Oui. Et donc là, on voit donc en bleu, c'est, excusez-moi pour ceux qui ne voient pas, vous reverrez la vidéo si vous voulez. Donc en bleu, vous avez la condamnation ferme avec soutien Israël. Donc vous avez les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie, voilà, vous avez ces pays-là. Le Japon, l'Inde, c'est très important. L'Inde, vous avez un petit pays là qui est isolé en Afrique, là, je sais pas c'est quel pays, là, je sais pas si c'est pas le Soudan. En Afrique, ça doit être le Kenya. Kenya en général, ils ont de bonnes relations avec le Kenya. Voilà. Après, vous avez donc en orange, c'est l'appel à la désescalade, avec ou sans condamnation. Vous avez bien sûr la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, vous avez le Maroc, Brésil, l'Argentine, la Turquie. La Turquie, voilà, et quelques pays d'Afrique aussi. Et après, vous avez en rouge donc le soutien au Hamas. Voilà, c'est comme c'est défini, soutien au Hamas sur comment dire la carte. Hein, voilà. Donc vous avez l'Algérie, la Tunisie, la Syrie, le Yémen, la Syrie, l'Irak, et l'Iran. Et l'Iran. Et le Soudan, en Afrique. Voilà, et le Soudan. Alors oui, il y a un petit pays en Amérique, là, qui est en rouge aussi. Ça doit être le Nicaragua. Nicaragua, pardon. Oui, et on me dit aussi qu'il y a la Colombie, mais bon, c'est pas encore affiché sur cette carte. Voilà. Non, c'est pas affiché. D'accord. Bon, ben, on va donner la parole donc sur Twitter. Il y avait Soulax qui avait levé la main. Après, Samsoul et le Marseillais. Monsieur Cohen, moi, je vous avais interrogé il y a, je pense, 3 semaines, un mois justement, sur le destin qu'avait Israël au Moyen-Orient. On avait discuté. Force est de constater Alors, Soulax, essaie de parler un peu plus fort. Ah, tu m'entends bien là? Vas-y. Oui. Voilà. Ouais, donc c'est toujours un plaisir de parler avec vous, monsieur Cohen. Moi, j'avais 2 petites questions. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez entendu les dires d'un sénateur américain, donc le sénateur Ron Paul, qui a affirmé à la Cour suprême américaine que le Hamas avait été encouragé et réellement lancé par Israël. Tout comme en Afghanistan, les Moudjahidines ont été lancés par les États-Unis, car il voit des similitudes méthodiques. Et il renforce ce point-là par le fait, ouvrez les guillemets, vous connaissez le Hamas, si vous regardez l'histoire, vous découvrirez que le Hamas a été encouragé et vraiment commencé par Israël parce qu'il voulait que le Hamas contre Yasser Arafat. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que pensez-vous des prises de position des pays musulmans tels que l'Égypte, qui elle est pour être, qui a la volonté d'être le médiateur pour un potentiel plan de paix, le Maroc qui lui a fait un communiqué en prenant parti pour Israël, l'Arabie Saoudite qui ne fait absolument rien or qu'elle en a les moyens, tout comme la Turquie. Voilà, merci beaucoup, M. Cohen. Oui, le Hamas a été réintroduit à Gaza en 1982 pour faire contrepoids à l'OLP, d'une part,
et deuxièmement, pour diviser le peuple palestinien, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux entités palestiniennes. Il y a celle qui est en Cisjordanie et celle qui est à Gaza. Et elles sont presque incompatibles aujourd'hui. Donc, Israël a réussi son coup en divisant le peuple palestinien en deux parties antagonistes. Bon, maintenant, le Hamas jouait bien son rôle, comment dire, d'aiguilleur d'Israël, c'est-à-dire de temps en temps, il lançait quelques roquettes, il faisait un attentat, mais rien de grave. Au contraire, ça rentrait dans la logique israélienne d'un conflit de basse intensité. Voilà, ça veut dire de maintenir une tension qui avait pour objectif de souder la population israélienne et de lui faire peur et de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de solution possible avec le monde arabe et avec le Hamas. Voilà. Mais il y a eu d'ailleurs, vous avez parlé éventuellement d'une complicité avec le Hamas. J'ai vu sur des sites israéliens, des Israéliens quand même, qui se posaient des questions si le gouvernement n'avait pas plus ou moins encouragé une telle action. Mais alors ça me paraît vraiment trop gros, c'est pas possible. Je veux dire, qu'il encourage le Hamas à lancer des roquettes, qu'il ferme les yeux sur la fabrication des roquettes, etc. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de faire en sorte de permettre cette catastrophe, ça, je ne crois pas. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Parce que, ou alors vraiment, on aura joué à l'apprenti sorcier, mais enfin, dans une mesure absolument incroyable. Voilà. Pour la deuxième, malheureusement, le monde arabe, depuis 30 ans, on peut dire, il s'est normalisé. Voilà. Enfin, la majorité du monde arabe. C'est-à-dire, il y a depuis 30 ans, enfin, surtout depuis les accords d'Oslo, malheureusement, les accords d'Oslo ont été un élément de désarmement politique, idéologique, militaire du monde arabe. C'est-à-dire que le fait que des Palestiniens, que Yasser Arafat accepte de négocier avec Israël et d'établir des relations avec lui, de s'établir à Ramallah comme un potentiel gouvernement palestinien, a donné l'illusion, en tout cas a permis à pas mal d'États arabes de se dire, ils se frottaient les mains quasiment, ils se disaient, ouf, on n'est plus responsable de la Palestine. Voilà. Les Palestiniens ont signé les accords d'Oslo, ils se démerdent avec, on leur donne un peu d'argent, on va dire à l'ONU qu'il faut une solution à deux États, et basta. Voilà. Et même, on est allé plus loin en normalisant certains États ont normalisé avec Israël, dans l'espoir que la Palestine obtienne un État croupion en Cisjordanie et le monde arabe sera content. Il ne faut pas oublier une chose, le monde arabe est constitué par des régimes qui ne sont absolument pas populaires, qui ne tiennent pas du tout à mener un combat révolutionnaire contre l'Amérique, contre Israël, etc. Vous savez, dans les années 70, regardez par exemple la Jordanie. La Jordanie avait en Septembre Noir, elle avait tué je ne sais pas combien de milliers de guérilleros palestiniens au début des années 70, parce que ça les emmerdait. Quand la Ligue arabe a voulu se débarrasser des guérilleros arabes, des Palestiniens, l'OLP, le PLP, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé le Liban à les recevoir. Pourquoi? Parce qu'aucun pays, ni l'Égypte, ni la Syrie, ni la Jordanie n'en voulaient. Voilà, donc en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Le monde arabe se lave les mains du problème palestinien. Ils s'en lavent les mains. Voilà. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà, je le dis pleinement, voilà, cyniquement. Yasser Arafat, dans les années 80, un jour, il avait dit « les dirigeants arabes sont des chiens ». Voilà. Et donc, vous savez, c'est la rhétorique palestinienne dans la plupart des dirigeants arabes.
il restait une rhétorique. Oui, elle coûte, etc. Mais c'est des slogans creux. Voilà, les États arabes, ils en avaient marre. Voilà, ils en avaient marre d'avoir ces gens qui. Enfin voilà, donc malheureusement, il ne faut pas s'étonner que la majorité des pays arabes se sont coulés. Et malheureusement, les Palestiniens leur ont donné aussi cette excuse. Ils ont signé les accords d'Oslo. Qu'est-ce que vous voulez que des pays, prenons l'Algérie par exemple, l'Algérie ne va pas être plus royaliste que le roi. L'Algérie se dit, OK, les Palestiniens ont signé les accords d'Oslo. OK, bon, ben voilà, on va essayer de les aider. Mais elle ne peut pas leur dire, les accords d'Oslo, sortez de ces accords. Non. Et donc, finalement, les Palestiniens sont tombés dans le piège sioniste et ont donné quasiment ont permis aux États arabes de se détacher du problème palestinien parce qu'ils se sont dit, bah, voilà, il y a Mahmoud Abbas, il y a l'autorité palestinienne, on va lui donner quelques millions. Le Qatar donne 10 ou 20 millions par mois à Gaza. Et donc, voilà, on se donne bonne conscience maintenant, mais le monde arabe, franchement, sincèrement, il n'en a rien à fiche du problème palestinien. Réellement, hein, voilà, au fond. Voilà, ils ne prendraient pas le moindre risque de leur stabilité, de leur développement économique, etc., pour la Palestine, ou pour ce qui leur reste. Très bien. Samsoul. Bonsoir, je vais peut-être laisser parler Marseillais en premier, Wari, comme ça moi je parlais de la cagnotte. D'accord, pas de souci. Le Marseillais. Ouais, salam alaikum à tous et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je voulais poser à M. Cohen, déjà, je suis content que les résistants du Hamas aient surpris tout le monde, même vous. Je voulais vous poser la question. La crédibilité d'Israël, parce qu'elle s'est battue sur la force, et comme vous avez dit tout à l'heure, elle bombe à chaque fois le torse en disant nous sommes les plus forts, nous sommes bien équipés, nous avons la meilleure armée. La crédibilité a été atteinte avec cette opération. Pensez-vous que le quid des personnes qui ont été faites prisonnières, pensez-vous que malgré tout, Israël va bombarder Gaza d'une manière féroce en sachant qu'il y a plein de prisonniers israéliens là-bas? Et que pensez-vous des territoires que la résistance là autour de Gaza a conquis? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller les récupérer? Ou comme vous avez dit par rapport au commissariat, bombarder de loin? Parce qu'on a vu des images où les colons ont fui ces positions-là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y revenir ou pas? Ok, bon, les territoires qui sont autour de Gaza, ce sont surtout des kibbutzim, c'est-à-dire des villages agricoles fortifiés, des petites villes. Il y a quelques grandes villes au nord. Bon, à mon avis, tout cela ne durera pas plus de 24 heures, 48 heures. Parce que le rapport de force est tel, c'est-à-dire que là où sont retranchés les militants du Hamas, ils ne tiendront pas longtemps. Enfin, je veux dire, les autres vont venir avec des hélicoptères, des tanks, etc. Ils vont réduire ça au silence. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, bon. Maintenant, vous savez, il y a une politique cynique d'Israël qui est qu'ils préfèrent, quand il y a quelqu'un qui risque de tomber vivant aux mains du Hamas, ils s'arrangent pour qu'il soit assassiné et pour qu'il ne tombe pas vivant aux mains du Hamas. Parce qu'en général, quand il y a un prisonnier, vous savez, il y avait un prisonnier qui s'appelait Gilad Shalit, il a été échangé il y a une dizaine d'années, je crois, contre à peu près 1000 prisonniers palestiniens. Bon. Donc, les Israéliens ne supporteront pas longtemps l'existence d'otages aux mains du Hamas. Ça veut dire qu'ils seront obligés, d'une façon ou d'une autre, de passer par les fourches codines des exigences du Hamas. Maintenant,
cela dit, ils bombarderont tous les lieux. Ils feront même exprès de bombarder les lieux où sont parqués les otages s'ils savent qu'il y a des otages là-bas. Parce que c'est leur politique, on le sait, c'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas laisser de blessés ou d'otages vivants derrière eux parce que le prix à payer est très fort. Les sionistes sont implacables, ils sont cyniques, ils sont machiavéliques et ils n'en ont rien à fiche de leurs propres citoyens. Ça veut dire s'il y a des centaines de citoyens qui meurent, il n'y a aucun problème pour eux. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais c'est ce qu'ils feront. Donc, ils bombarderont Gaza de façon, comme ils voudront, comme ils pensent pouvoir le faire, sans tenir compte. Mais, à mon avis, le Hamas a déjà, tous les otages ont dû être mis dans des lieux secrets, c'est-à-dire dans des caves ou dans des lieux que les bombardements ne peuvent pas toucher. Parce que le Hamas est très conscient de la valeur de ces otages et ils ne sont pas cons. Donc, ils ont dû pas les regrouper, ça veut dire ils les ont séparés. Vous savez que Gilad Shalit, il est resté 5 ans à Gaza et les Israéliens, ils ont fait tous les efforts du monde, ils n'ont jamais réussi à le localiser. Voilà. Donc, le Hamas, il a de l'expérience dans ce domaine et il fera en sorte que les otages seront bien gardés, bien conservés, bien en vie, quelque part. Et donc, les Israéliens, un jour ou l'autre, seront obligés de passer à la caisse. Alors, avant de donner la parole à... J'avais une deuxième question, Wari. Vas-y. Il se dit en Israël, parce que j'ai regardé ce matin un peu les journaux d'Israël, il y a une idée qui se dit que cette riposte de la résistance palestinienne est le fait de l'Iran pour saboter le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et dernière chose, est-ce que les images qu'on a vues, comme vous avez dit tout à l'heure de l'aéroport, est-ce que ces images ne vont pas entacher définitivement l'image d'Israël? Oui, alors, de toutes les façons, toutes les images qui circulent depuis 48 heures, l'image d'Israël a pris un coup, mais terrible, terrible. Même au niveau, même vis-à-vis de leurs propres citoyens. Les gens sont hagards, les gens ne comprennent pas, c'est un peuple qui tombe de haut, de très très haut. Ils se croyaient invincibles. Les Israéliens croyaient vraiment. Il suffisait qu'il éternue pour que les Arabes se fassent dessus. Donc, ils ont cette habitude, ils ont cette conviction. Et comment des guerrieros sont entrés chez eux, les ont brutalisés, les ont éliminés, les ont pris avec une audace extraordinaire. Mais les Israéliens, il faut voir, regardez-les, ils sont complètement abrutis. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ça va rester dans l'inconscient de ce peuple des années et des années. Ça ne va pas s'effacer. C'est pas par destruction. Il va y avoir des remises en cause. Par exemple, des gens, il y a entre 20 000 et 30 000 juifs qui migrent en Israël chaque année. Des Américains, surtout des Américains, etc. Mais ils vont se poser des questions quand on voit ça. Et beaucoup d'Israéliens vont se poser des questions. S'ils avaient des doutes, vous savez, tous ces dizaines de milliers qui ont pris des passeports portugais, allemands, etc., ils se disent, attends, c'est le moment de partir, quoi. Donc, l'image, même vis-à-vis de sa propre population, l'image est une catastrophe et elle est indélébile. Elle va poursuivre les Israéliens pendant des années. Maintenant, j'ai oublié la première partie de votre question. Je suis désolé. Juste, il n'y a pas de problème. Je vous disais qu'en Israël, j'ai regardé ce matin les infos, il se murmure oui, l'Iran. Oui, voilà. Et il est certain que l'Iran a contribué au succès, à la formation de cette expédition, au succès, cette façon de faire, ce sérieux, cette détermination, il est certain. Bon, maintenant, est-ce que
le choix de la date aussi, le 50e anniversaire de la guerre de Kippour. Bien sûr, quels étaient il est certain que cette action, de la façon dont elle est réussie, parce qu'elle est réussie incontestablement, et donc l'Iran a pu penser, mais est-ce que ça se réalisera? Je ne sais pas. On verra. De toute façon, ça, on est vraiment à l'aube de quelque chose d'assez extraordinaire dont on mesurera les conséquences au fur et à mesure. Alors, est-ce que ça empêchera l'Arabie Saoudite de normaliser avec Israël? C'est sûr que ça va retarder au moins. On va se poser des questions. Surtout quand on va voir les destructions qui vont s'abattre sur Gaza. Je veux dire, aucun régime arabe, bien que les larmes qu'il verse sont des larmes de crocodile, il ne peut pas se permettre de normaliser avec un régime sioniste qui écrase sous la botte une population civile palestinienne. Il y a des limites, voilà, même eux ne peuvent pas franchir. Très bien, M. Cohen. Alors, avant de donner la parole, parce qu'il y a énormément de monde, il y a des questions aussi sur YouTube. Je salue tout le monde qui est arrivé. Donc, je vais poser la question qui est sur YouTube. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu une complicité d'un certain groupe de renseignement israélien pour faire tomber Netanyahou et de légitimer une union israélienne afin d'éviter une guerre civile interne? Non, je ne crois pas, je crois vraiment pas à ça. Parce que, encore une fois, j'aurais compris, il y aurait eu un attentat qui aurait fait 10 morts, par exemple. Ok, d'accord, c'est possible. Voilà, on peut très bien imaginer. Mais là, je veux dire, l'État professionniste, ou alors aurait joué avec le feu, mais de manière absolument. Enfin, je vois mal. Vraiment, enfin, maintenant, ceci étant, c'est une idée qui circule même dans certains milieux israéliens. Voilà. Pourquoi ça circule dans les milieux israéliens? Parce que les milieux israéliens se disent, ils tombent de haut aussi. Israéliens moyens se disent, attends, on avait le Mossad qui est le meilleur service au monde, le Shin Bet, les services secrets intérieurs capables de dénicher, etc., les meilleurs du monde, etc. Et tout d'un coup, comment ça a pu se faire? Alors, on peut trouver des explications. D'abord, c'était un jour férié. Et puis, il y avait une routine qui s'était installée, une espèce de satisfaction de soi. On imaginait, moi je vous ai dit tout à l'heure que je suis sûr et certain que dans les services israéliens de la défense, de renseignement, ils n'ont même pas dû imaginer un tel scénario. Parce que ça leur paraissait inconcevable, un tel scénario. Et donc, je ne crois pas qu'il ait joué avec le feu. Enfin, quand même, courir tel risque pour faire tomber Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou est sorti renforcé. Enfin, il est sorti renforcé, c'est-à-dire, au contraire, il y a une unité maintenant du pays. Ça veut dire les chefs de l'opposition vont entrer au gouvernement, ils vont avoir des postes de ministres sans portefeuille, etc. Parce que c'est ça, quand il y a un danger extérieur, la société israélienne se ressoude. Mais le traumatisme que la population israélienne a vécu, ça, il n'y a rien, enfin, à mon avis, il n'y a rien qui l'effacera avant de nombreuses années. Alors justement, je vais donner la parole à un Palestinien qui est avec nous sur TikTok. Oui. Bonsoir, salam alaikum. Palestinien, tu m'entends? Tu peux ouvrir ton micro. Palestinien, est-ce que tu es là? Bon, je crois qu'il a un problème de micro, de connexion. Lolos, je vais te laisser. Il y a tout le monde qui bug là, même ça me saoule, il faudrait que tu la descendes si tu peux. Ouais. Lolos, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Vas-y, à ton tour. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Cohen, c'est un honneur de discuter avec vous. Voilà, je voulais vous poser, je voulais juste faire un rapprochement parce que vous voulez te dire un mot important, vous avez dit que c'était un jour férié.
parce qu'ils ont pris, je pense, une photocopie de la révolution algérienne, parce que la révolution algérienne, elle a commencé aussi un jour férié, un 1er novembre. C'était la fête de la Toussaint, la fête des morts. C'est pour ça qu'ils l'ont imaginé, les révolutionnaires algériens. Vous êtes tous morts. Et je voulais juste vous dire, est-ce qu'il y a un homme politique et philosophe français qui était avant-gardiste, qu'on a traité de négationniste, qui s'appelle M. Roger Garaudy, qui a écrit le livre L'affaire Israël sur le sionisme politique. Est-ce que vous croyez qu'il n'était pas avant-gardiste, qu'il avait déjà tout prévu dans son livre qui s'appelle L'affaire Israël, qu'il avait tout prévu ce qui se passe en ce moment? Je vous remercie pour votre réponse. Oui, enfin, il y a. Oui, je connais Roger Garaudy. D'ailleurs, il a payé très, très cher son livre, ses idées, ses prises de position et sa conversion à l'islam. Il a été vraiment effacé des tablettes de l'université française. Voilà, parce que la vengeance du lobby a été terrible à son égard. Bon, bien sûr, mais c'est vrai que dès les années, vous savez, les années 60, 70, il y avait un intellectuel français qui s'appelait, juif d'ailleurs, français qui s'appelait comment déjà? Bon, le nom va peut-être me revenir, mais c'était des précurseurs, mais on avait l'impression qu'ils lançaient des appels dans le désert. Parce que de plus en plus, c'est-à-dire que les années 60, et surtout les années 70, ont été des années où la révolution palestinienne avait le vent en poupe. On y croyait beaucoup. Israël était en état de faiblesse politique, diplomatique avec l'intifada, etc. Mais comme je l'ai dit à quelques reprises, la signature des accords d'Oslo a sauvé le régime sioniste. Voilà. Sans faire de compromis quelconque avec les Palestiniens ou seulement des compromis de façade. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que il avait montré les faiblesses de la société israélienne, mais le problème, c'est que, en tout cas, ce qu'on avait vu ces 30 dernières années, c'est plutôt un renforcement d'Israël sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, avec les régimes arabes, etc. Bon, bien sûr, il aura eu raison avec d'autres. Robinson, il s'appelle Maxime Rodinson, voilà. L'intellectuel juif des années 60 et 70 s'appelait Maxime Rodinson. Mais Maxime Rodinson, quand il en parlait dans les années 60-70, on le prenait pour un illuminé, parce que qui aurait osé remettre en question cette puissance qui est déjà très nucléaire, avec des victoires éclatantes, etc. Moi, je pense qu'il y a un élément, peut-être la société moderne, qui est une société israélienne qui est, est très occidentalisée par certains côtés. C'est-à-dire, vous savez, c'est un des premiers pays LGBT, le mariage homo. Donc, enfin, il y a pas mal de problèmes sociaux qui ont probablement affaibli la société israélienne telle qu'elle était il y a plus de 20 ans, il y a 30 ans, etc. Avant, c'était une société spartiate, militaire, où les jeunes gens faisaient 3 ans de service militaire, étaient fiers de le faire, cherchaient les unités combattantes, etc. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'unités combattantes. C'est-à-dire, contre qui vont-ils combattre les Israéliens? Avant, ils avaient des divisions entières, des tanks, des hélicoptères, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de combat. Ils sont devenus des occupants. C'est un peu comme l'armée française. Elle ne vaudra rien face à la Russie, mais parce qu'elle s'est occupée de l'Afrique. Et donc, un peu, la société israélienne
ce n'était pas, je pense qu'il était difficile de prévoir ce genre d'évolution. C'est-à-dire que la société israélienne n'a plus d'adversaire à sa mesure. En 1973, elle avait 2 adversaires à sa mesure. Et Israël a montré sa capacité de retourner une situation désespérée avec des mouvements de chars qui comportaient des centaines et des centaines de chars, etc., avec l'aviation et tout. Aujourd'hui, l'aviation israélienne, elle se frotte à qui? Elle va de temps en temps lancer une petite bombe sur la Syrie, voilà, ou sur Gaza. Bon, il y a plus de combat aérien, il n'y a plus de combat de tanks, il n'y a plus de mouvement. Et donc, si vous voulez, tout cet esprit militaire c'est perdu. Aujourd'hui, on a envie voilà, de rire, de se marrer. Enfin, et donc, je pense que ça, c'est un aspect de la société israélienne, peut-être, qu'on n'a pas, enfin, qui me vient comme ça à l'esprit et qui montre que finalement, regardez par exemple avec le Covid, enfin, je veux dire, la société israélienne, elle a marché à fond avec, et d'ailleurs, enfin, elle en paye le prix et tout. Et donc, il y a aussi une espèce de désagrégation de la société israélienne. C'est-à-dire, l'histoire du Covid, par exemple, il y a beaucoup de gens, enfin, moi je sais, j'ai des membres de ma famille qui ne font plus confiance dans les autorités parce qu'ils les ont trahis avec le vaccin, avec le confinement, etc. Et donc, c'est vrai que, je ne sais pas, Roger Garaudy, il avait, je crois que son livre s'appelait Les 12, enfin, les fondements, les fondements d'Israël, enfin, ou du régime sioniste, etc. L'affaire Israël, le sionisme politique. Pardon? Il s'appelait l'affaire Israël, le sionisme politique. Oui, oui, d'accord. Moi, je pensais à un autre livre, c'est-à-dire Roger Garaudy avait attaqué les fondements même de l'État sioniste. Voilà. Ça veut dire l'Holocauste, comment dire, la notion de légitime défense, l'apartheid, etc., etc. Bon. Et bon, aujourd'hui, la société israélienne a évolué de telle sorte que c'est peut-être pour ça aussi ces jours de fête étaient, comment dire, il y avait, vous savez, aujourd'hui, en fait, cette fête, c'est une fête spirituelle, en principe. En principe, c'est une fête spirituelle où les Juifs fêtent la Torah. Bon. Et donc, il y a une certaine spiritualité, etc. Or, elle est transformée en quoi? Ça veut dire pratiquement la moitié, sinon les 2 tiers des Israéliens vont faire des randonnées, vont faire un peu des trucs un peu à la, vous savez, les festivals, style de musique. Enfin, donc, c'est, comment dire, toute la société se laisse bercer par une forme de bonne vie, de farniente, de dilettantisme. Et c'est pour ça, enfin, probablement aussi, c'est une raison que quelle est la réaction de beaucoup de monde aujourd'hui? Il faut voir ces images à l'aéroport de Ben Gurion. Laissez-nous partir. Enfin, je veux dire, ce n'est plus le sionisme militant d'antan. Le sionisme a perdu de sa valeur, de sa force. On a tout fait pour qu'Israël devienne une société de bien-être, de plaisir. Voilà, Tel Aviv, c'est la ville du plaisir, la ville qui ne dort jamais, la ville où les immeubles prennent 30% de valeur chaque année, où il faut être gay. Enfin bon, voilà, c'est ça l'esprit israélien. Et donc, c'est une perte. Probablement l'attaque de samedi a révélé une faille
dans cette société israélienne qui n'a plus la niaque de se défendre. Et le Hamas, il a probablement, voilà, pour une fois, qu'il y a une intelligence arabe qui a, comment dire, qui a bien analysé la société israélienne et qui a attaqué là où il faut, quand il faut, avec les moyens qu'il faut. Voilà, ça aussi, c'est une évolution très, très intéressante. Alors, Samsoul, tu voulais y aller? Oui, merci Marie. Bonsoir Monsieur Cohen, je vais juste prendre un petit instant pour parler de l'association et de ce qu'on fait depuis maintenant presque 48 heures. Pardon. Du coup, moi je vous présente l'association ANPP, c'est l'association mérouvienne pour la Palestine, avec qui je suis en collaboration, qui est représentée par Rabeha, la directrice. Et du coup, depuis hier, on s'est solidarisés, on a fait des spaces sur Twitter en continu, on se relaie. Pardon, j'ai des messages en même temps, excusez-moi. Du coup, on partage la cagnotte qui est pour l'eau potable. Pour reprendre un petit peu la situation, sur le nord de la bande de Gaza, actuellement, tout le nord est envoyé vers Gaza City et vers le sud de la bande de Gaza. À peu près 10 000 civils qui vont être hébergés par 10 écoles différentes. L'urgence, c'est de pallier aux besoins d'eau potable, parce qu'en temps normal, déjà, ils n'ont pas accès à l'eau potable vu qu'elle est empoisonnée. Donc, en temps normal, déjà toute l'année, on fait cette cagnotte pour pouvoir les approvisionner en eau potable. Mais là, vu la situation, c'est le plus urgent. Voilà, donc la cagnotte est épinglée en haut dans le space. Pour les autres plateformes, Attitude fera passer le lien. Et voilà, donc aujourd'hui, on mobilise le plus possible de dons parce qu'il y a une vraie urgence pour les 10 écoles, pour 10 écoles, 4 500 € représentent uniquement 3 jours d'eau potable. Donc l'urgence, c'est vraiment de pouvoir alimenter pendant quelques jours. On a visé 6 jours, voire 10 si c'est possible. Donc actuellement, on a pu regrouper à peu près un peu plus de 5 300 €. Voilà, donc on continue à faire tourner, à partager la cagnotte. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Attitude, il fera circuler les informations sur les autres plateformes. Voilà. Et j'avais une question pour Monsieur Cohen en plus. La dernière, s'il vous plaît, d'accord. Alors, il y en aura une deuxième, deux dernières. Allez-y. Je répondrai vite. Allez-y. On a vu certains médias israéliens montrer que la population ne soutient pas Netanyahou, et le tient comme responsable de ce qui se passe actuellement et de la guerre qui est déclarée. Est-ce que finalement on pourrait penser que l'État israélien n'est pas en tout cas uni derrière ce qui se passe actuellement? Non, Netanyahou a une grande part de responsabilité parce qu'il est le Premier ministre. Mais il y a d'autres qui sont responsables, les chefs de renseignement, etc. Mais je ne crois pas que Netanyahou sautera à cause de ça. Ils feront peut-être une commission d'enquête, ça prendra 1 an ou 2, et puis après, on noiera le poisson. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que les 2 grands chefs d'opposition vont être intégrés au gouvernement sous la direction de Netanyahou. Et donc, voilà, ça changera. Au niveau de Netanyahou, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, il restera Premier ministre. Enfin, en tout cas, au contraire, il y aura même les manifestations qu'il y avait contre lui à cause de la Cour suprême vont probablement s'arrêter. Et donc, il restera Premier ministre. Son problème, de toutes les façons, si ce n'est pas lui, ça aurait été un autre. Ça revient à peu près au même, c'est la même situation. Donc, quand il y a un danger extérieur, la société israélienne a ceci de particulier, qu'elle oublie ses divisions, qu'elle oublie ses différences, et elle s'unit. Et d'ailleurs, on le voit,
Donc, elle va s'unir derrière le Premier ministre en exercice, c'est-à-dire Netanyahou. Alors, il reste une question, Wally? Oui, oui. Alors, c'était donc pour la possibilité d'entrer dans le conflit du Hezbollah. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Ben, comment dire, le dilemme du Hezbollah, c'est celui-là. Bon, il a de quoi, ne serait-ce que par des missiles. Il peut envoyer 10 000 missiles en quelques jours sur des lieux stratégiques d'Israël. Bon, d'accord. Il y a les missiles et il peut vraiment faire mal en envahissant le nord d'Israël. Bon. Et le problème du Hezbollah, c'est quoi? C'est que s'il fait ça, la réponse d'Israël, surtout aujourd'hui, c'est l'animal blessé qui va réagir avec une violence inouïe, c'est que tous les efforts qu'a fait le Liban depuis 10 ans, 20 ans pour se reconstruire, ils vont tomber à l'eau. C'est-à-dire que, on connaît les Israéliens, on connaît leur rage de détruire. Vous savez, quand il y a eu en 2006, ils sont attaqués aux centrales électriques, aux ponts, aux immeubles. Enfin, je veux dire, ils ont la rage de détruire. Et là, ils sont dans un état d'esprit tel qu'ils lanceront une campagne ils en ont les moyens, malheureusement, voilà, de détruire ramener vraiment le Liban 20 ans en arrière. Alors, est-ce que le Hezbollah prendra cette responsabilité? Moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je dirais que je ne crois pas trop. Voilà. Uniquement pour cette raison, parce que le Hezbollah, il peut vraiment, il a de quoi tenir face aux Israéliens. Malheureusement, les Israéliens ont cette manie ou cette obsession, surtout quand ils sont en position de faiblesse, de lancer des vagues de bombardements sur le pays et vraiment de faire très très mal au Liban. Et le Hezbollah est un parti patriote qui aura du mal qui devra tenir compte de cet élément-là. C'est pour ça que moi, comme ça, si je devais parier, je parierais sur le fait que le Hezbollah attendra un autre moment pour entrer en conflit. Voilà. Ok, très bien, Monsieur Cohen. Bah, écoutez, je ne vais pas plus vous retenir. En tout cas, merci de vous être rendu disponible ce soir. Et n'oubliez pas, bien sûr, à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, donc Monsieur Cohen dans la chronique hebdomadaire. Vous pouvez le retrouver donc le jeudi soir à 19h30. Merci, Monsieur Cohen, parce que je trouve que c'est un. Et avec grand cœur. Je trouve que vous avez été formidable sur le sujet. Merci. Mais mettez les coordonnées de la cagnotte sur. Oui, je vous la transmettrai, M. Cohen. Voilà. J'ai vu sur la cagnotte de Samsoul et je voulais simplement vous dire que en fait, Israël prépare une opération terrestre cette nuit contre le Hamas. Ouais. Oui. Ok, bah justement, on aura l'occasion certainement d'en reparler dans les prochaines heures ou même jeudi avec vous, M. Cohen. Voilà, donc merci de nous faire. Bonne soirée, à bientôt. Excusez-moi, c'est possible d'intervenir une seconde? Alors attendez, s'il vous plaît, je libère juste M. Cohen qui s'en va. Et voilà. Justement, je voudrais lui interpeller sur une. Alors malheureusement, M. Cohen s'est rendu disponible un petit instant avec nous, une petite heure. Donc malheureusement, il nous a quittés. Donc je laisse le space ouvert. N'hésitez pas à échanger, il n'y a pas de problème. Dommage. C'était Gamal. Gamal, bah écoute. Oui, c'est ça. J'aurais corrigé sur un propos qu'il a tenu. Bah désolé, malheureusement, il nous a quittés. Corrige-le. Ça ne vous dérange pas. Ouais, ça prend 20 secondes. Hein. Il y a une guerre actuellement entre la Palestine, c'est pas le Hamas, c'est la Palestine. Et l'occupant, on ne parle pas de Hamas, c'est bien les Palestiniens qui sont en guerre, depuis toujours d'ailleurs. Et je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'ils utilisent la terminologie orientée des médias occidentaux qui consiste à parler d'otages. Il n'y a pas d'otages. Il y a des prisonniers de guerre, il faut utiliser les termes exacts. C'est une opération militaire coordonnée des Palestiniens. Ils ont fait des prisonniers de guerre de la part de gens qui ont toujours eu des armes à la main et qui se sont toujours battus. On n'est pas dans une situation de prise des preneurs d'otages, ce n'est pas des voyous. Ce sont des résistants. Ce sont des résistants palestiniens, un occupant qui occupe une terre qui ne leur appartient pas. Donc il ne faut pas utiliser le terme d'otages, ce sont des prisonniers de guerre comme Israël a des prisonniers de guerre.
et qu'ils tiennent en otage depuis très longtemps, par l'otage. Il ne faut pas utiliser ce terme-là, ça me dérange, je n'aime pas entendre ça. Parce qu'aujourd'hui, les Palestiniens, enfin, se défendent. Ça fait quand même très longtemps qu'on les massacre. Et je rappelle qu'il y a en moyenne un mort par jour depuis 50 ans, du côté palestinien. Donc, il ne faut pas parler d'otages, il faut bien utiliser le terme exact, c'est prisonniers de guerre, qui vont être négociés pour être libérés comme n'importe quelle guerre, mais ce ne sont pas des otages, ce n'est pas des mobiles. Donc, c'est ce que je tenais à préciser, ça me dérange d'entendre ça, parce qu'il a utilisé ces mêmes termes, et c'est dommage. Bah écoute, tu aurais dû réagir quand il l'a dit, c'est dommage, il ne l'a pas entendu, donc tu auras l'occasion de lui redire si jamais. Merci à toi en tout cas, Gamal. Je ne l'ai pas fait, c'est pour ça. Cette même soirée, il y a une spéciale demain à la fin du Vous pourrez écouter, avec plaisir. Merci Gamal. Avec plaisir. Wari, ferme pas tout de suite, s'il te plaît. Non, je ne vais pas fermer, je laisse ouvert. Hein. Juste, Wari, j'ai pris la liberté de dégager Véronique Genset, enfin Genset, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce qu'elle vient enregistrer le live après. Jeunesse, Véronique Jeunesse. Ouais, je ne sais pas, c'est une meuf qui Elle était là? Je ne l'ai pas vue. Elle vient enregistrer le live, après elle tweet en disant pendant ce temps-là, les islamo-gauchistes et elle tweet pendant ce temps-là, les islamo-gauchistes qui font une attaque terroriste du Hamas. Alors, figurez-vous qu'elle est abonnée à mon compte, donc c'est pour ça qu'elle est là. Cet après-midi, j'étais sur le space de Samsung, je crois. Je ne sais pas si c'était toi, Samsung, l'autre, mais donc j'ai vu qu'elle avait fait une apparition aussi, donc elle me suit de près. Ouais, c'est une comédienne, c'est une comédienne française. Juste un instant, s'il vous plaît, on va laisser Wari clôturer ses plateformes et puis après on va reparler de ça. Ouais, alors pour celles et ceux qui veulent revoir l'émission, n'hésitez pas donc à aller vous abonner à la chaîne YouTube Altitude et puis vous pourrez la revoir en rediff si vous êtes arrivé trop tard. Et donc je clôture juste là et je vous laisse la main derrière. Voilà, donc merci à tous, bonne soirée à tous et on se retrouve s'il n'y a pas d'autres événements d'actualité, on se retrouvera jeudi avec Monsieur Cohen à 19h30.